Environ 1122 cas de grossesse précoce ont été enregistrés au Bénin en milieu scolaire au cours de l'année académique 2018-2019. Le phénomène prend des proportions inquiétantes, hypothéquant ainsi la venue de nombreuses jeunes filles. Comment arrivent-elles à se prendre à ce piège et que faire pour l'éviter? Faut-il s'abstenir ou à défaut faire le choix des méthodes contraceptives? Les élèves du complexe scolaire La Grande Académie nous donnent leur point de vue dans ce numéro de votre émission. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à vous, chers amis. Merci d'être sur le plateau de Jeunesse. Oh oui. Merci à vous, chers apprenants. Nous allons ensemble accueillir sur le plateau l'une de vos camarades. Elle s'appelle Anat. Bonsoir, Anat. Bonsoir, Victoire. Comment te portes-tu? Je vais bien. Et vous? Je vais bien aussi. Est-ce que tu peux nous rappeler la thématique autour de laquelle vous allez débattre sur l'émission aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du sexe en milieu scolaire. Et le sexe en milieu scolaire, ça aboutit forcément à des grossesses non désirées. Et nous avons aussi remarqué que les grossesses non désirées prennent beaucoup d'ampleur. Donc, on va parler de ça ce soir. D'accord, merci à toi. Eh bien, chers amis, je vais vous laisser en compagnie de votre camarade. Vous la connaissez très bien, donc sentez-vous libre, discutez entre vous. Moi, je vais revenir sur le plateau d'un instant à un autre avec bien sûr notre invité qui est déjà présent. À tout à l'heure, chers amis. Bonsoir les amis. Bonsoir. Comment vous allez? D'accord, ce soir, nous allons parler de notre monde scolaire, de nos relations interpersonnelles à l'école. Donc, depuis assez longtemps, on a remarqué dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire dans nos collèges et lycées, les sortes de relations qui existent entre les élèves et entre les professeurs. Nous avons des relations purement saines, c'est-à-dire des relations professionnelles et amicales. Mais à part ça, nous avons les relations coupables, c'est-à-dire les relations dans lesquelles les intéressés se livrent au sexe. Et ça aboutit forcément à des grossesses non désirées et à beaucoup de choses. Donc selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce genre de relations, que ce soit entre élèves ou entre professeurs et élèves, selon vous? Orlane? Donc, pour ma part, les relations professeurs-élèves viennent en partie à cause des professeurs qui abusent de la confiance que les élèves placent en eux parce que l'élève place le professeur sur un piédestal. Donc, le professeur est censé représenter une autorité, un certain respect. Un modèle. Donc, voilà, un modèle à suivre. Oui. Donc, profiter de ce statut pour avoir des relations sexuelles avec l'élève qui peut plus tard conduire à des grossesses non désirées en milieu scolaire, ce qui est vraiment condamnable et je suis contre. Donc, selon vous, c'est à cause du statut du professeur. C'est de Il l'abus abuse de confiance, ça. en fait, du professeur sur l'élève, pour ma part. D'accord. Pour moi, je dirais qu'on ne devrait pas toujours accuser les professeurs. Parce qu'il y a des élèves du genre, elles peuvent être des élèves, allumeuses. Une élève, elle sait qu'elle a une grosse poitrine. Elle allume. Elle va allumer le professeur. Elle ne va pas mettre l'avant-dernier bouton ou faire descendre sa fermeture ou au trop s'asseoir devant et écarter ses jambes pour que son professeur puisse regarder ses cuisses. Déjà, le professeur, avant d'être un professeur, c'est un homme. C'est la chair. Et donc, l'homme, avant d'être d'abord homme, avant son état civil, c'est un animal. Donc, cet instinct d'animal est toujours en lui. Donc, il sera excité et puis il viendra draguer la fille. Et puis, voilà, ce n'est pas forcément les professeurs, il y a aussi les élèves. Donc, selon vous, ce sont les élèves qui séduisent les professeurs. Oui. Et les professeurs n'arrivent pas à résister. Je m'appelle Marc-Olivier.
je suis en première B. Selon moi, je rejoins l'opinion de ma camarade qui condamne le comportement des professeurs. Parce que pour moi, un professeur est un adulte. Il est d'abord censé avoir une certaine majorité dans son esprit. Donc, peu importe les actions qui sont produites par la jeune fille en question, il est censé ne jamais accepter, quelles que soient les avances de celle-ci, il n'est pas censé les accepter. Parce que, revenons au but essentiel d'un professeur. Il est là pour enseigner à ses élèves. Il est là pour instruire à ses élèves afin qu'ils puissent se fonder un avenir plus tard. Donc, si ce professeur en question s'adonne à des relations avec celle-ci, comment il peut l'aider à fonder cet avenir-là? Comment il peut l'aider à se fonder, à avoir vraiment une bonne base dans ses études, à avoir un bon avenir qui sera parfaitement pour elle? Je ne vois pas. Donc pour moi, je suis contre et je pense que toutes les relations sexuelles qui se déroulent en milieu scolaire doivent être bannies. Elles ne peuvent pas avoir lieu. Je m'appelle Mariette et je fais la première A2. Si je dois faire en plus à ce que ma camarade vient de dire, déjà, le professeur est un homme. Et en tant qu'homme, il a forcément des désirs. C'est naturel, ce n'est pas quelque chose qui vient ou qu'on force. Ça vient et c'est en soi. Donc, selon vous, il doit se laisser exciter par les élèves? Ce n'est pas qu'il va se laisser exciter, mais c'est quelque chose qui vient. Il ne peut pas se contenir? Il ne peut pas se contenir. D'accord. C'est une émotion naturelle. Les désirs, les envies, elles viennent à tout moment. Et moi, une fille qui vient et qui fait ce genre qui a des comportements sexuels ou pour m'attirer, elle évoque une certaine sensualité. Ce qui fait que, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, avec les désirs de ma chair, je ne pourrais pas à tout moment gérer ce stress-là. Je ne pourrais pas à chaque fois me contenir. Au fait, comme on l'a dit, et l'homme comme l'élève sont tous deux des êtres humains. Donc ils ont des sentiments. Imaginons que la fille, comme le prof, soient tous deux amoureux, mais aucun n'a eu le courage d'aller dire. Mais que la fille décide un jour de dire au prof, monsieur, je vous aime, parce que moi, si c'était moi, je le dirais. Ah, tu iras voir ton prof? Donc, si elle le dit, c'est parce qu'elle a le courage de le dire. Et il n'y a rien qui puisse les empêcher d'avoir de relations ensemble. Rien du tout. Donc, tu veux aller voir ton professeur et lui dire, monsieur, je vous aime. Oui, puisque nous savions très bien que autant que nous sommes des adolescents, nous savons très bien que lorsqu'on tombe amoureux, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à dormir. Tout le temps, on pense à celui qu'on aime. Mais maintenant, si vous voulez qu'elle garde ça dans son cœur, elle passe son temps à penser à lui, comment voulez-vous qu'elle travaille? Or que si elle se libère, elle lui dit, monsieur, je vous aime. Et que le prof aussi est pour, ils peuvent entamer une relation selon moi. Je m'appelle Jessica, je suis en classe de seconde C. Donc par rapport à ce que tu as dit, comment peux-tu concevoir en fait qu'un professeur et une élève puissent avoir des relations? Lorsque nous venons à l'école en tant qu'élèves, nous sommes venus étudier. Et les professeurs, eux, sont venus nous enseigner. Nous instruire. Nous instruire, exactement. Nous éduquer en quelque sorte. Et comme toi-même tu l'as dit, lorsqu'on est amoureux, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à penser, tous ces trucs, toutes ces choses-là. Quand tu le dis toi-même, tu vois que l'élève qui n'arrive pas à penser, qui n'arrive pas à réfléchir, ne peut pas être concentré sur ses études. L'élève qui ne peut pas être concentré sur ses études aura un rendement scolaire qui aura un niveau considérable de baisse. C'est que l'élève, si peut-être l'élève travaillait... Son rendement scolaire va baisser. Exactement, c'est à quoi je faisais référence. Parce que comment peux-tu avoir des vues sur ton professeur et comment le professeur même, normalement en tant que professeur, en tant qu'éducateur, avec sa qualité, normalement la maturité dont il devait faire preuve, c'est lui qui doit en quelque sorte mettre l'élève sur les rails. Lui montrer que, oui, tu as des sentiments pour moi, mais nous sommes dans un milieu scolaire. Chaque chose en son temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la personne qui aime fait le bien de celui qui l'aime? Oui. Et si je suis professeur, je vois que mon élève m'aime, je l'aime aussi. Donc pourquoi je vais l'empêcher donc c'est automatique? Si j'ai dit dans le cas où il y a les sentiments sont réciproques. D'accord. Là, je peux l'aider
à évoluer dans ses études. Je peux l'aider à travailler. Et ça, C'est-à-dire- forcément, ça, vous avez besoin d'aller au sexe avec, c'est ça? Oh oui, s'ils veulent, s'ils ont envie de passer au sexe, rien ne les empêche de faire ça. C'est juste qu'ils doivent prendre des précautions. Si à tu certains moments. permets que je prenne la Non, parole. vas-y. Donc voilà, je vais revenir sur ce que tu as dit en contrecarrant parce que je me dis qu'entre un élève et un professeur, le professeur est censé être conscient, avoir une conscience morale, être mature dans sa tête parce que c'est lui qui doit montrer l'exemple. Donc se dire qu'un professeur qui est censé diriger l'élève, l'orienter pour former cette personne à devenir quelqu'un dans la société, se permettre d'avoir des relations sexuelles avec cette dernière, je pense que c'est vraiment bas, c'est très indignant, parce que de sa qualité, de son statut de professeur, il est d'instructeur, censé se respecter et imposer le respect. Oui. Avoir une certaine limite dans ses actes. Donc comment tu peux concevoir que quelqu'un qui se dise être un éducateur ait des relations avec son élève? Ça va à l'encontre de l'éthique d'un enseignant. Pour ma part, moi je pense. Mais tu sais, Blaise Pascal a dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et donc, si un professeur il tombe amoureux, c'est pas parce qu'il le veut. Ce sont des sentiments qu'on ne peut repousser, tu vois. Et aussi, il y a aussi, dans Les Trésors de corps de Jean Pliat, Trabil a dit, vaut mieux faire l'amour au lieu de philosopher sur l'amour. Donc, je pense que si je suis amoureuse de mon professeur, c'est mieux d'aller dire à mon professeur, c'est à lui de me dire, ok, tu es amoureuse de moi, d'accord. Et il va m'aider dans mes études et tout le reste. C'est pas forcément le côté, il faut pas être dogmatique, il faut pas juste voir le côté négatif de la chose. Et arrêtez seulement de parler des professeurs, des relations entre professeurs et élèves. Il y a aussi les relations entre les élèves. Prenez l'exemple du multipartenariat où un seul garçon sort avec plusieurs filles. Vous ne parlez pas de ça? Regardez aussi, le nombre de filles qui perdent leur virginité ne viennent pas seulement des professeurs. Il y en a aussi qui viennent des élèves. Et vous êtes en train de focaliser le point sur les professeurs. Je ne suis pas entièrement d'accord. Ah, donc, les élèves aussi, entre eux, sont carrément coupables. Genre, ils n'ont pas le droit de tomber, d'être amoureux entre eux et de passer au sexe et tout ça. Je vous montre aussi qu'il y a ça au niveau des élèves. Il n'y a pas seulement ça au niveau des professeurs. Il y a aussi des élèves qui se mettent ensemble. Je vais venir sur ce que tu as dit. Ce n'est pas possible en fait. Parce que l'élève et l'élève, voilà, ils ont des relations, ils sont dans un établissement où ils peuvent développer des sentiments les uns pour les autres. Mais ça revient toujours aux mêmes choses. Il y aura toujours les mêmes conséquences. Élève, professeur, professeur, élève, élève, c'est la même chose. Pour ma part, je dis toujours les mêmes conséquences. Il y aura une chute de la performance scolaire de l'élève. Il y aura beaucoup de conséquences qui vont découler de ça. Donc, que ce soit entre l'élève ou professeur-élève, je ne vois vraiment pas la différence parce que ça revient toujours au même. On ne peut pas toujours dire que les relations entre élèves, professeurs et élèves encore, on ne peut pas dire que c'est mal. Il y a les mêmes conséquences partout. Déjà, au niveau du professeur, il y a une certaine maturité, ce qui fait qu'il est beaucoup plus conscient. D'où la fille en question peut bien être avec ce professeur-là et quand même avoir tout ce dont elle a besoin. Mais attendez. Eunice? Ok, je réponds au nom de Eunice Yekper. Je fais la première. C'est bon. Par rapport, pour contredire à ce qu'elle a dit, elle a parlé de la maturité d'un professeur. Je pense que si le professeur était si mature et qu'il pensait ne serait-ce qu'un peu à l'avenir de l'élève avec qui il entretient des rapports, il ne serait pas allé aussi loin. Parce que là, non seulement il s'est mis sous peine judiciaire, mais aussi il en détruit une vie, mais non seulement une vie, mais des avenirs. Et là, j'en reviens encore au sentiment dont j'avais parlé premièrement. On ne peut pas se contrôler soi-même lorsqu'il s'agit d'amour. Et la maturité ne peut pas toujours dominer sur les sentiments. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Sinon, si on prend ton exemple, tu peux bien être amoureuse. Mais la raison qui en toi va te dire ne fais pas, mais toi c'est ton cœur que tu vas utiliser.
c'est ton cœur, tu vas écouter. Et ce cœur-là va te dire, va vers lui. Donc en ce moment, je ne vois pas en quoi est-ce que ça pourrait être un problème d'aimer son professeur ou encore même d'aimer un camarade. Je ne condamne pas le fait d'aimer, mais il faut savoir aussi gérer, savoir s'autodiscipliner soi-même. Peu importe l'amour, peu importe l'intensité, la flamme que tu déclares pour quelqu'un, il faut savoir te discipliner à l'égard de la personne. Parce que nous avons reçu une éducation, il y a des valeurs de morale et nous sommes entourés, les gens nous voient. Donc nous devons penser à tout ça avant d'agir. Il n'y a pas que nous en fait. Et d'ailleurs, les conséquences de nos actions ne pèsent pas seulement sur nous, mais sur la société. Et cela donne aussi une mauvaise image à notre famille. Donc il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que cette émotion-là. Il faut voir au-delà. J'espère que tu me comprends. Si vous me permettez, vous parlez de relations entre professeurs et élèves, élèves et élèves. Entre vous deux, le plus approprié, c'est élèves et élèves. Mais nous remarquons très bien que la plupart des couples qui sont encore solides, c'est qu'il y a une différence d'âge pas possible. C'est-à-dire, le professeur, il connaît son élève, c'est son élève, il la connaît, il a appris à canaliser un élève. Donc s'il apprend comme femme, je ne vois pas ce qu'il y aura comme problème. Or que, disons la vérité, entre nos jeunes, oh putain, on se chamaille aujourd'hui, on se chamaille demain, on se chamaille aujourd'hui, on se chamaille demain. Avec le professeur, c'est 1000 fois mieux qu'avec les élèves. Il saura canaliser. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit que le professeur connaît bien son élève. Justement, s'il veut vraiment le bien de cet élève-là, il ne va jamais l'encourager à continuer dans cette voie-là. De plus, qu'est-ce qui prouve la sincérité du professeur envers cet élève? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne cherche pas un intérêt précis avec cet élève? Parce que tu peux dire très bien que les relations d'aujourd'hui sont souvent avec une grande différence d'âge. C'est possible. Mais, je dis bien mais, est-ce que ça concerne toutes les personnes? Pas forcément, je ne pense pas. Donc, vous dites en général qu'à l'école, il y a les relations professeurs-élèves, il y a les relations entre élèves. Et que ces deux relations sont aussi graves l'une que l'autre. Maintenant, selon vous, quelles sont les conséquences de ce type de relation? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Quel impact ça peut avoir sur les professeurs comme sur les élèves eux-mêmes? Au nombre des conséquences, d'abord, il faut noter la statistique qui dit que sur 70% des jeunes filles dans nos milieux scolaires qui tombent enceintes, il n'y a que 7% qui arrivent à reprendre les classes. Et Dieu seul sait si elles arrivent à finalement atteindre leur but, l'objectif pour lequel elles ont mis pied à l'école. Donc, il y a un fort taux de déscolarisation. Et puis, lorsque la fille, elle tombe enceinte, son corps, une fille de sexe n'est pas encore adapté, son corps n'est pas préparé pour assurer le bien-être de ce fœtus-là. Donc, on est d'accord qu'elle aura des complications, assez de complications. Oui. Et l'impact, les gens vont dire, elle ne pourra pas sortir la tête haute. Parmi des filles à l'école, elle sera la risée, tout le monde aura honte, même les parents. Pensez-y, imaginez-vous à sa place. Il ne faut pas être pour un rien, imaginez-vous. Merci Eunice. Chadé. Je réponds au nom de Smith Chadé. Sinon, je viens parler, ce que tu viens de dire, juste, imagine, elle fait l'enfant, elle a l'enfant, puis après, tout finit normalement. Dans le futur, elle a son mari, elle ne trouve plus l'enfant. Tu crois que ce mari-là, elle devient stérile ou bien elle a eu des problèmes au cours de sa vie, puis ces problèmes-là puis elle devient stérile. Imagine un mari. Est-ce qu'un mari peut-il accepter prendre une femme stérile à côté de lui, sans enfant? C'est pas normal. Puis, et si elle n'avait pas cet enfant qu'elle avait eu, donc elle sera une femme sans enfant. Mais c'est dans ce cas qu'on est en train de condamner les relations, en fait. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que lorsqu'elle tombe enceinte et qu'elle a l'enfant, et qu'ensuite ça crée des complications comme le fait qu'elle devienne stérile, le mari qu'elle aurait éventuellement ne l'accepterait pas. C'est de ça qu'on est en train de parler
en évoquant le fait que les relations professeurs-élèves et entre élèves-élèves ne sont pas censées aboutir à des grossesses. Et de ce fait, nous disons non à cet état de choses. Ça a beaucoup de conséquences. Parce que ça a plusieurs conséquences. Non seulement la stérilité, elle a parlé de la stérilité, elle a parlé du célibat. Tu sais, moi, je vais revenir sur le côté conséquences. Vas-y. En disant que les conséquences sont graves ou sont plus nombreuses pour les femmes que pour les hommes qui engrossent. La femme, elle peut être déscolarisée, elle peut prendre du retard dans son cursus scolaire, elle peut faire une dépression nerveuse suite au rejet de la société, il y a de la marginalisation, voilà. Il y a aussi l'abandon de l'enfant après la naissance, l'infanticide qui est gravement puni par la loi. C'est pour ça, aujourd'hui, on remarque beaucoup d'enfants abandonnés dans les organisations spécialisées, voilà, qui prennent en charge ces genres d'enfants parce que la maman qui a eu cet enfant sur les bancs n'a pas eu les ressources nécessaires, donc, économiquement parlant, même socialement parlant, pour prendre soin de cet enfant. Donc, selon vous, est-ce qu'il faut s'abstenir d'avoir ce type de relation à l'école ou il faut se laisser aller mais utiliser les méthodes contraceptives? Déjà, avant de revenir à ta question, je veux ajouter quelque chose par rapport aux grossesses précoces. Déjà, une fille qui se dit « je vais faire mes études et je vais faire l'enfant après ». Ne sait-on pas que en étant un peu plus âgé, à partir de 27-28, c'est encore plus compliqué de faire les enfants. Parce que déjà, si tu te dis, tu attends, tu finis, tu es le doctorat et tout, tu es plus vieille. Et donc, c'est mieux de faire l'enfant un peu plus jeune. Vous voyez? Après le passé. Je vais rapidement juste contredire ta version. Il y a un temps pour chaque chose. Il ne faut pas se précipiter, se jeter dans les bras du premier venu. Il y a un temps pour chaque chose et je pense que petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid, ça va venir. Donc, pour vous, il faut s'abstenir et pour vous, il faut utiliser la contraception, c'est ça? Ou il faut avoir des enfants tôt et finir après? On ne parle plus de ça. Ce sont des sujets tabous. La sexualité, on n'en parle pas à l'école. Les professeurs de SM ou de EFS, éducation familiale et sociale, n'en parlent pas. Oh, c'est leur rôle. Les parents aussi n'en parlent pas à la maison. Quand tu parles de sexualité, on te chasse. Tu ne peux pas dire un mot comme sodomiser à côté de tes parents, on va te chasser en même temps. On doit au moins t'expliquer pourquoi il ne faut pas le dire, ces choses du genre. Et on laisse ces sujets tabous, on découvre après et on nous accuse. D'ailleurs, même, je ne crois pas que ce soit la faute de qui que ce soit. L'information doit passer avant tout. Mais je reviens à la question. Est-ce qu'il faut se préserver maintenant ou il faut se livrer tout en utilisant les méthodes contraceptives, les préservatifs, les pilules, les platiques et tout? Le temps où tu le fais n'est pas très important. Maintenant, par rapport aux conséquences, tu parlais de la déscolarisation. Tu as dit que ceux qui continuent l'école, c'est 7%. Comment est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, les parents aident ces enfants à continuer. Ils interviennent et accompagnent. Ils prennent soin de l'enfant que la fille a accouché. L'autre continue ses études. Elle a ses diplômes. Elle récupère son enfant. Et c'est bon. C'est facile de voir la chose de ce point de vue, juste comme ça. Mais il faut avouer que déjà psychologiquement, en tant que mère, même dans ses études, elle ne pourra pas être détachée de cet enfant-là. Elle peut être en classe en train de faire, mais pourtant y penser à cet enfant-là. Donc c'est un impact, c'est un nouveau poids. En plus, imaginez tout le poids d'une mère à prendre soin d'un enfant. Donc, ça devient naturel pour elle. Ce n'est plus comme sa vie d'avant. Ça change beaucoup. Elle devient plus responsable. Et je vais ajouter que le rendement scolaire diminue, mais de façon radicale. En fait. Tu ne peux pas avoir un enfant et t'attendre au même rendement scolaire que ce que tu donnais avant, ce n'est pas possible. Donc se dire qu'on a un enfant, c'est oui, il y a d'autres femmes qui réussissent à continuer le cursus scolaire tout donner un enfant. Oui. Mais je pense que la capacité qu'elles avaient avant de produire plus, ça diminue à l'école, complètement. Ça diminue complètement. Il y a plus, voilà, il y a des exemples palpants dans la société. Donc peut-être que normalement tu devais être à un niveau social plus élevé, mais parce que tu as eu un enfant sur les bancs, tu te retrouves à un niveau qui n'est peut-être pas le tien. Donc il faut se préserver ou pas?
Bon, il le faut bien, bon, pour essayer de diminuer la grossesse, mais il faut revenir à un fait. La femme, bon, en Afrique et partout dans le monde, son rôle c'est de procréer. Et si déjà tu n'assures pas la procréation à la base et après tu te dis, après mes études, je vais assurer tout ça. Et quand est-ce que tu vas finir ça? Et en plus de ça, il y a la ménopause. Arrivé à un stade, la femme n'arrive plus à procréer et n'arrive plus à faire d'enfants. Je suis entièrement d'avis avec toi. Et aussi, vous parlez de méthodes contraceptives. Les méthodes de contraception, les méthodes contraceptives, oui, c'est important. Mais on ne refuse pas. On a proposé l'abstinence. On peut ne pas accepter l'abstinence. On peut avoir les rapports sexuels. Mais vous avez dit utiliser tout à les l'heure que c'est possible qu'il y ait des rapports sexuels entre élèves ou entre professeurs et élèves. Est-ce que là, tu parles encore d'abstinence? Bon, les méthodes de contraception, c'est pas bien parce que ça peut rendre stérile certains comprimés, si on en abuse, bien sûr. Donc, si tu te dis, je vais sortir avec un homme et après, je vais prendre des pilules, bah, ça rend stérile. Donc, c'est mieux d'y aller. Mais peut-être la seule méthode qui peut aider, c'est le préservatif, l'usage du préservatif. Mais le pire, c'est que dans certains établissements, on n'explique pas comment utiliser le préservatif. Donc les gens, ils se disent que voilà, je déchire, je porte, mais en faisant le sexe, la grossesse peut entrer. Donc c'est aussi ça. Donc, vous dites qu'on n'enseigne pas bien les méthodes contraceptives. Ce qui fait que même quand ils veulent, même quand l'élève n'arrive pas à s'abstenir ou le professeur n'arrive pas à s'abstenir, il n'arrive pas à utiliser les préservatifs comme il le faut ou les pilules comme il le faut. Donc, c'est ce que vous dites. Moi, c'est Fauzi. Je vois que vous incriminez les professeurs. Et si les parents sont d'accord de la relation professeur-élève? Les moyens financiers. La fille n'a pas les moyens financiers. Le professeur a l'argent, il peut se charger de tout ce qui reste à la scolarité. Les parents sont d'accord. Ce n'est pas parce que les parents sont d'accord qu'il faut se donner à ces genres de relations-là. Regardez, une fille de 13 ans, 14 ans qui va se présenter devant son professeur. Elle lui dit, je vous aime, monsieur. Exactement. Mais c'est quoi ça? C'est du désordre pur et simple. Là, la loi interdit ce genre de relation, surtout que la majorité sexuelle admise par la loi est 15 ans. Minimum. Et même si c'est 15 ans, une fille depuis son bas âge jusqu'à 18 ans, dans tous les cas, n'est pas mineure. Et il y a aussi des lois qui incriminent les professeurs qui ont des relations avec des élèves qui ne sont pas mineurs. Donc, dans ce sens-là, du moment que le professeur et l'élève veulent avoir des relations, admettons alors dans ce cas, il faut qu'ils se posent des limites en fait. Ils ne doivent pas aller vers le sexe de cette manière parce qu'ils sont censés être tous responsables. Moi, je m'appelle Salimat. Je suis en classe de seconde chez 2. Bon, il y a une chanson qui dit « L'amour n'a pas d'âge ». En plus, il vient quand il veut et il passe sans prévenu. Donc, par exemple, l'enfant a une maladie et puis elle est tombée amoureuse de son professeur et puis le professeur aussi veut d'elle. Donc, elle doit profiter avant de mourir. Oui, si. Intéressant. Bon, selon moi, bon. Et les parents sont d'accord à supporter, bon. Ils accompagnent, ils encouragent. Oui, d'accord. Bon, il n'y a aucun problème là. Donc tu peux... Elle peut tomber enceinte de son prof. Jeunesse. Lorraine, vas-y. Est-ce que tu sais que ce que tu dis, c'est abominable? Oh, merci. Une élève ne peut pas se permettre de tomber enceinte de son prof. Mais c'est pas possible. Le boulot du prof, il vient au cours, il enseigne les rudiments de tout ce qu'il y a comme matière, il rentre chez lui, il prend son salaire, un point c'est tout. Mais même si l'élève s'expose, tout. Non, on ne refuse pas. Au cas où l'élève aime son prof et le prof aussi l'aime et les parents sont d'accord. Peut-être elle va mourir plus tard. Pourquoi forcément la partie où elle va mourir? Pourquoi forcément la partie où elle va mourir? D'accord, même disons que les parents sont d'accord. Les parents sont d'accord. Maintenant,
Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait de répercussions sur son cursus scolaire, sur la manière dont les gens vont la voir, sur sa dignité, sur la réaction de ceux qui l'entourent? Ses parents sont d'accord. Et qu'est-ce qui reste? Vous savez, dans la société africaine, la femme est censée être, elle est synonyme de pureté. Donc la femme est placée sur un piédestal. Ça donnait certaines pratiques. Tu sais très bien qu'on est en Afrique, on n'est pas en Occident, on n'est pas en Orient. Ici, on est des Africains purs dans l'âme. Donc, avoir ce genre de pratique, tomber enceinte sur les bancs, déjà, regarde, tu te déshonores ta famille. On te pointe du doigt. On te pointe du doigt. En fait, c'est des réalités dans nos sociétés africaines qui ne changeront pas d'aussitôt. Les mentalités ne sont pas prêtes à changer. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que de nos jours, tu ne peux pas tomber enceinte et tout le monde va voir ça d'un bon oeil. Tu auras une dignité, ta dignité sera bafouée. Donc, ton honneur, l'utilisation des méthodes contraceptives si on ne peut pas se préserver. En fait, ce que moi je veux dire, c'est quoi? Déjà, vous dites que les méthodes contraceptives, vous éduquez l'enfant avec des méthodes contraceptives. C'est que vous lui demandez d'aller vers les relations sexuelles. Pourquoi au lieu de montrer les conséquences de ces genres de relations à l'enfant, vous lui donnez c'est comme si vous lui donnez des armes pour aller faire la guerre. Vous donnez des méthodes de contraception, vous lui montrez comment avoir une sexualité responsable. Vous amenez l'enfant en fait à connaître ce niveau-là et à ramener des grossesses. Merci Yolande, merci tout le monde, merci chers amis. Donc vous préconisez l'abstinence. L'abstinence, et au cas où on n'arrive pas à s'abstenir d'aller au sexe, on utilise les méthodes contraceptives. En dehors de ça, chers camarades, chers téléspectateurs, nous avons aussi que le message ne passe pas. Dans nos maisons, dans nos familles, dans la rue, ou peu importe où nous sommes, parler de sexe, c'est tabou. Comme Germela l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas te lever et dire sodomie. On va te... Voilà, c'est grave. Les parents ne prennent pas le courage ou ne prennent pas la responsabilité de rester devant nous, de nous appeler et de nous parler de sexe, de nous informer. Et c'est ça qui conduit à ces cas-là. Les grossesses précoces, les grossesses non désirées. Les enfants, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas assez informés. Nous ne sommes pas assez informés. Donc, ce qu'on n'arrive pas à apprendre à la maison, c'est dehors qu'on va l'apprendre. Même si les parents coupent la télé, nos camarades ont des téléphones. Si on coupe la télé, on ne peut pas couper l'Internet. C'est clair. Donc, chers parents, chers téléspectateurs, informez. Ne gardez pas l'information. Les hôpitaux aussi doivent créer des campagnes qui vont envoyer des gens pour expliquer dans les écoles, surtout à la jeunesse d'aujourd'hui. Et la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'informations. Nous sommes trop précoces. Chers camarades, nous allons rappeler notre très chère victoire. Jeunesse! Merci beaucoup à toi, Anat, d'avoir conduit le débat. Je vous en prie. Il était intéressant, n'est-ce pas? Très. Vous avez aimé? Très. D'accord. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé au débat. Nous allons raccompagner Anat sous des ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, chers amis. Et bien, à présent, nous allons accueillir notre invité sur ce plateau. On va tous se tenir debout et l'accueillir avec des applaudissements. Merci à vous, chers amis. Vous pouvez vous rasseoir. Bonsoir à vous, monsieur Pascal Sossou Amali. Bonsoir, madame la journaliste. Comment vous vous portez? Je vais très bien. D'accord. Vous êtes promoteur d'établissement scolaire. Absolument. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez, depuis les coulisses, suivi le débat. Les discussions, elles étaient intéressantes. Chacun a défendu son point de vue. Votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit? Une fois encore, merci madame la journaliste de m'avoir donné cette opportunité parce que c'est un combat pour nous en tant que promoteur d'établissements privés et acteur de l'éducation. Je suis docteur en anglais et donc je suis dans ce secteur, ça fait plus de 20 ans. Nous avons toujours agité des méthodes pour maîtriser les enfants parce que
Là où il y a les enfants, les jeunes, Oui. la sexualité, c'est une curiosité. Et comme on le dit couramment, c'est un phénomène qui se trouve dans tous les milieux humains. Est-ce que vous voyez? D'autres spécialistes diront que ça existe même chez les animaux et les végétaux. Est-ce que vous voyez? Donc cela mérite d'être débattu. C'est l'avenir du pays, de la nation et du monde entier. Est-ce que vous voyez? Donc pour revenir à ce thème, je dirais que la sexualité est une manifestation spontanée à partir d'un certain âge. Mais lorsque les enfants adolescents Oui. sont en contact, ils peuvent se tromper facilement. Est-ce que vous voyez? Donc cela ne peut pas continuer par être un tabou. Nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous devons en parler largement et nous devons associer les parents pour nous accompagner. Parce que l'école et la maison doivent, comme je l'ai toujours martelé, doivent parler un même langage pour aboutir. Parce que nous voulons en fait la même chose des enfants. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais si ça continue, c'est tout simplement parce qu'il y a des aspects qui nous échappent. Et quels sont ces aspects-là? Le premier aspect, c'est le tabou dont j'ai parlé tantôt. On estime que c'est indécent de parler de ça aux enfants d'un âge que nous jugeons, alors que les réseaux sociaux, l'environnement d'aujourd'hui, Oui. met la chose déjà sur la place publique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, nous devons rester dans l'anticipation aussi. Pour dire, lorsque nous semblons cacher ça aux enfants, mais ils ont ça de façon dépravée ailleurs. Deuxième aspect par rapport à mes expériences, c'est quand nous on était à l'école, madame la journaliste, on remarquait que c'est dans les milieux ruraux que le phénomène prenait de l'ampleur. Et on expliquait ça à l'époque par rapport à l'âge avancé d'inscription des filles. Parce qu'on avait 7 ans, on avait 8 ans, 9 ans avant de commencer. Et donc avant d'arriver au CM2, vous voyez, si ça fait 7 plus 6, ça fait déjà, arriver à 5e, on est déjà une grande fille. Mais aujourd'hui, c'est le phénomène contraire. Les enfants, filles comme garçons, sont inscrits à l'école en sous-âge. Je voudrais signifier que, bon, on vient surtout les intellectuels. Je suis mieux placé pour faire le témoignage public. Donc, on précipite l'inscription. Alors, l'enfant n'a pas la maturité requise et tombe dans un programme de 3e, par exemple, où on doit parler de la sexualité. Mais là, le programme n'exige pas assez de détails. Donc, on fait ça en filigrane, on biaise ça, voilà. Oui. Je n'éclabousse pas les collègues de biologie, ils sont contraints par rapport au temps imparti par le programme. Donc, on fait de briefing. C'est un brewing. On fait d'abréviation, si je dois parler français. Donc, on n'approfondit pas. Et donc, l'enfant se croit outillé. La jeune fille ou le jeune garçon se croit outillé. Et donc, vous voyez les interactions, ce que ça amène, c'est de ça il est question aujourd'hui. Il n'y a pas que les relations inter-élèves. Il y a aussi les relations inter-professeurs-élèves. Absolument, absolument. C'est là où j'en viens. Par rapport à cela, c'est pas acceptable. Parce que l'éducation est globale. Des collègues qui s'aventurent malheureusement par rapport à cet aspect ne sont pas appréciés. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Tout simplement parce que, comme l'éducation est globale, vous êtes venu donc pour l'instruction, donner les connaissances livresques aux enfants et en même temps vous leur donnez le savoir-vivre, le bon comportement pour aboutir. Parce que vous ne pouvez pas semer et arracher avant la maturité, avant que ça ne fleurisse, avant que ça ne fructifie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mais c'est j'allègue pour dire que c'est un acte pareil. Lorsque vous êtes éducateur et vous faites l'instruction, c'est-à-dire que vous donnez les connaissances livrées, ce qu'il faut pour que l'enfant obtienne les diplômes, pour devenir cadre, et vous n'arrivez pas à éduquer l'enfant pour qu'il se préserve, pour l'amener à bon port, c'est que vous avez semé, mais ça n'a pas donné. Vous n'avez pas conduit à bon port. Est-ce que vous voyez? Donc, fondamentalement, il faudrait que l'éducateur que nous sommes, nous prenions conscience de cela pour dire on ne peut pas semer et arracher avant maturité. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, mais revenons au thème abstinence. Entre abstinence et méthode contraceptive, quel choix opérer
puisque nos élèves sur ce plateau, c'est vrai qu'il y en a qui ont plutôt défendu la vie abstinence, d'autres étaient pour l'abstinence et d'autres étaient contre. Vous, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos jeunes sur ce plateau? À première vue, ma première proposition, c'est l'abstinence. Et c'est là où je dis on doit sensibiliser. La maison et l'école doivent sensibiliser parce que quand on parle d'abstinence, il faut comprendre ce que c'est. Et il faut avoir une compréhension éclairée de la chose. Et il faut avoir un âge. Je reviens au sous-âge, à l'inscription au sous-âge. Donc, comment comprendre que dans les pays développés, on inscrit les enfants au CI à 6 ans? J'ai personnellement vécu l'expérience en passant. J'étais pour une mission de l'éducation globale en Europe. Et en Angleterre, je suis passé dans les écoles. Moi-même, je vois que les enfants sont allés à l'école à 6 ans. Et moi-même, j'enseigne l'éducation, comment appelle-t-on, les études britanniques à l'université. Donc, le système éducatif britannique, c'est 6 ans. En France, c'est 6 ans. Aux États-Unis, c'est 6 ans. Ici, c'est 5 ans. Oui. Je ne fustige pas la chose parce que je ne suis pas qualifié. Mais si c'est 5 ans ici, alors que l'enfant doit quitter la maison avec sa langue maternelle pour aller apprendre le français. Le Britannique quitte la maison pour aller faire les études en anglais à partir du CI. L'Américain, le petit Américain quitte la maison avec l'anglais déjà à la main, est-ce que vous voyez, pour aller étudier en anglais. Mais on dit 6 ans. Mais ici, on dit 5 ans. Donc 5 ans plus 7 ans, 6 ans, ça fait 11 ans en 6e. Et donc, on trouve des enfants à 15 ans en 3e. Je crois qu'avec les réformes, la chose a commencé par être résolue. Mais je crois que j'encourage pour qu'on arrive à avoir des enfants un peu mûrs. Parce que là, parler d'abstinence, madame la journaliste, oui. Vous êtes une dame, vous êtes une jeune dame. Si on n'est pas mûr, ce n'est pas facile. Hein? On veut bien, mais on n'y arrive pas. Est-ce que vous voyez? Oui. Sinon, c'est la première solution qui est sans conséquences fâcheuses. Est-ce que vous voyez? Donc, l'abstinence, nous allons expliquer aux enfants que, comme c'est libéré dans une écriture religieuse, vous savez, je ne vais pas prendre parti d'une religion, que c'est le fruit défendu, ou bien? Oui. Vous savez ça? C'est bien ça, oui, c'est ça. Le fruit défendu. Oui. C'est un symbole. Et nos amis sur le plateau le savent aussi, ou bien? Oui. Le fruit défendu, chers amis, vous savez, non? Oui. Pourquoi on a symbolisé ça par un fruit défendu? Ça veut dire que quand vous mangez sans être prêt, non, vous êtes constipé, vous allez vomir. Quelqu'un a dit que c'est doux. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais il ne fait que confirmer ma position par rapport à la chose. C'est qu'on semble caché, puisque moi, je suis en train de voiler ça. J'utilisais une figure de style pour ne pas être direct. Mais lui, il a dit que c'est tout ça. Ça veut dire qu'il a déjà une conception que je suis en train de cacher. Le fruit défendu, vous dites que c'est doux. Moi, je ne sais pas si c'est doux. Ok, d'accord. C'est-à-dire, chers enfants, oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter pour consommer ce fruit. Ce n'est pas défendu tout le temps. La parole religieuse n'a pas dit que c'est défendu tout le temps. Non. C'est défendu pour une circonstance. Donc, quand vous êtes à l'école, considérez que c'est le fruit défendu. Est-ce que vous voyez? Même aujourd'hui à l'université, puisque c'est une chaîne. Quand l'enfant est inscrit en sous-âge, ça suit, c'est une logique. Nous avons des enfants dans les amphis. Quand je me hasarde, tu as quel âge? On me dit 15 ans. Parfois, on me dit 14 ans. Oui. Ah, oui. Donc, moi, je pense à l'université. 15 ans, 16 ans. Oui. Licence aujourd'hui, c'est les 16 ans, les 15 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, quand l'enfant n'est pas mûr, et on dit le fruit est défendu, l'enfant ne peut pas avoir toute la connotation, ne peut pas imaginer toutes les implications. D'abord, la naïveté. Il y a beaucoup de comportements dans nos milieux scolaires par naïveté. C'est pourquoi le règlement intérieur de la plupart des écoles interdit des modèles. Parce que, en fait, quand vous êtes ensemble, vous devez, parfois on dit, si tu ne dois pas passer, c'est un adage en Fongbe qui dit, si tu ne dois pas passer par ici, ce n'est pas la bouche qui dit. Et tu dois mettre une petite barrière. Donc, nous disons à nos enfants de se protéger. Les mamans surtout et les parents doivent nous accompagner. Pour dire, il faut surveiller les enfants depuis la maison.
quand l'enfant devient pubère, il faut surveiller ses pas, ses clins d'œil. Est-ce qu'il y a de petites dérives? Donc, le maquillage, l'enfant doit être lavé, propre, mais l'habillement et les corollaires, vous voyez un peu, ce qui peut pousser à la dérive, soit ses enfants, soit ses camarades, ou soit des adultes qui se maîtrisent moins. Est-ce que vous voyez? Donc, quand l'enfant est habillé à l'école, l'enfant, fille surtout, moi je dis, il faut que le corsage l'habit soit décent. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur. Est-ce que vous voyez? Oui, merci pour vos conseils. À présent, nous allons prendre les questions des amis. Vous avez des questions, non? Merci beaucoup. Je m'appelle Rousseau Belmos et je suis en terminale D. J'aimerais demander à monsieur Amali, qu'est-ce qu'il met dans la maturité? Merci pour la question. La maturité est relative, mais il y a un aspect absolu. Tout ce qui est relatif a quand même une proportion absolue. Je mets dans la maturité un âge qui puisse vous permettre de comprendre des choses qu'on vous dise à demi-mot, totalement. Des choses qu'on vous dit à demi-mot. La maturité qui puisse vous permettre de comprendre, de deviner le reste. C'est ça le problème en fait. Il faut que les enfants arrivent à savoir que ceci qu'on est en train de dire, je prends l'allégation, le fruit défendu, que attention, c'est parce que ça comporte des conséquences fâcheuses, dangereuses, des conséquences handicapantes, qu'on dit c'est défendu. Puisque en même temps, on vous dira de vous multiplier après, ou bien. Oui. Ouais, la même parole, dans la même religion, je ne vais pas dire, vous dit c'est défendu, après on vous dira de vous multiplier. Est-ce que vous voyez? Donc, la maturité, c'est cet âge. C'est cette disposition mentale, psychologique, pouvant vous permettre d'accepter les choses dans le contexte juste. Le cas échéant, vous pensez qu'on vous agresse, vous pensez qu'on est votre ennemi. Parfois, maman devient ennemi. Ou bien, papa, nous directeurs, nous professeurs, ça fait légion. Ou bien, on n'est pas d'accord avec nous. Moi, dans mes écoles, vous voyez, parfois on dit, mais le fondé, il est trop rigoureux. Je dis non, vous ne pouvez pas être habillé comme ça quand vous allez au tableau et pour écrire déjà au milieu du tableau, le corsage vous lâche et on trouve le début de vos hanches. Je dis non, c'est faux. Alors, on va vous punir, on dit non, il est trop rigoureux. Dans telle école, on lâche. Je sensibilise tous les collègues. C'est vraiment important. Engagés dans ce combat parce que il faut créer une école, mais il faut avoir des objectifs clairs. Il ne faut pas qu'on tombe dans des travers parce que là, on ne serait plus dans l'accomplissement de nos missions. D'accord, merci beaucoup à vous. Une deuxième question? Merci, monsieur Amali, pour vos divers conseils. J'aimerais savoir si il faut toujours surveiller plus précisément la jeune fille, ou plutôt lui faire confiance. Parce qu'à chaque fois, la surveiller, elle se dit, on me surveille à chaque fois, mais je pourrais bien aller faire autre chose dehors. Alors, est-ce qu'il faudrait toujours être en train de surveiller? Est-ce qu'il faut être tout le temps derrière la jeune fille ou bien lui laisser un peu de liberté? Oui et non. Mais là, surveillance, oui, mais un suivi, c'est mieux. D'accord? Surveillance, vous voyez ça, je devine son intention. Hein. On voit ça un peu comme on tient la corde du cabri, c'est ça? Mais le suivi, c'est-à-dire qu'on est regardant vers vous, parce que si on ne vous regarde pas, on peut vous conseiller. Vous êtes d'accord là? Dès que vous êtes là, s'ils doivent dire, ça, c'est pas la position. Bon, nous sommes éducateurs. En classe, on dit, c'est pas la position normale. C'est parce qu'on vous a regardé. Si vous êtes d'accord avec moi, on ne vous surveille pas. Mais on vous a regardé, il y a un suivi. Le professeur qui ne fait pas un suivi en classe, il y a des positions non recommandées. Pas que les professeurs, les parents également. Les parents, ils doivent avoir un suivi. On doit, avec notre maturité d'adulte, nos expériences, on doit regarder pour dire, non, elle a commencé à changer de pas, comme je l'ai dit, les clins d'œil et développe certains aspects de la vie, normalement. Mais attention, il faut freiner un peu. Et là, on vous donne des conseils très utiles. Mais si on ne vous regarde pas, si on ne vous surveille pas, excusez-moi, si on ne vous suit pas, on ne peut pas vous donner de bons conseils. Donc, souffrez qu'on vous surveille, ou bien qu'on vous suive, ou bien. D'accord, merci beaucoup à vous. Oui, une autre question? Moi, c'est Kodre Germela,
je suis élève en classe de première C. J'aimerais savoir comment on dit non. Quand vous parlez de l'abstinence, oui, mais on est souvent... Comment est-ce qu'il faut être ferme? Voilà, comment on dit je ne veux pas? Comment s'y prendre, quoi? C'est ce que je veux savoir. Le non et le oui, ça s'apprend. Apparemment, c'est des mots simples. C'est des monosyllabes. C'est des mots simples. Hein. C'est monosyllabes. Même un bègue, quelqu'un qui bégait, dit facilement non et oui. Oui. Mais voilà que c'est bien lourd par rapport à notre ami. Et ça s'apprend. Ça s'apprend comme un test qui remplit un document de 100 pages. Ça doit s'apprendre. Ça se cultive. Et on se donne le mental de le dire quand il le faut. Et avec mais comment forger ce mental-là? C'est ça, voilà, c'est ça la question. Oui. Aujourd'hui, certaines écoles telles que les miennes, on a commencé par instaurer des séances de développement personnel. Parce que de quoi il est question? Il faut que les enfants se développent. Il faut qu'ils aboutissent. Le développement personnel, vous le savez, autant que moi, c'est une science qui enseigne le succès, donc le développement de la réussite de la personne. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais on est un peu à la traîne souvent. Dans les autres universités à l'international, c'est déjà comme une science, une filière comme la médecine, l'agronomie. Donc, quelques briefings pour montrer aux enfants que comment est-ce qu'on se défend devant tel cas. On ne croit pas. Mais je reviens toujours, c'est aussi le rôle des parents à la maison. Et nos amis sur le plateau l'ont signalé, des parents qui n'arrivent pas forcément à parler sexualité avec leurs enfants. Il y a de ces parents qui sont réticents. Non, ces parents doivent quand même revoir leur copie. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, même s'ils n'en parlent pas avec les enfants vont savoir, et mal savoir même. Galvauder le concept. Donc, il vaut bien en parler, chacun avec son style. Hein. Est-ce que vous voyez, chacun avec son style. Est-ce que vous avez quelques styles voilà, non, mais vous parlez de style, donc on est intéressé, ou bien les amis. Oui, absolument. Vous voyez, oui. La sexualité, on doit parler de ça aux enfants, même aux adultes. Hein. Parce que lorsque vous ne parlez pas de ça, oui. Quelqu'un a dit, lorsque vous ne faites pas ça, la chose vous fait. C'est un peu comme ça. Si vous ne parlez pas de ça, ça vous détruit. Donc, lorsque vous voyez, il y a la télé dans toutes les maisons. Lorsque vous voyez quelque chose qui est un peu romantique, et vous ouvrez le débat. Si vous n'avez pas le courage d'introduire le débat par vous-même, vous voyez une brèche, vous rentrez dedans. Et vous éclairez un peu l'enfant, attention, ça là oui, mais c'est plus prudent de s'adonner à cela à partir d'un tel niveau. Vous-même, vous avez besoin de vous construire, vous avez besoin de réussir et d'avoir telle chose. Mais lorsque vous commencez ceci très tôt, vous passez à côté et puis voilà. En bref, il faut montrer à l'enfant qu'il peut réussir. Mais lorsque il anticipe de telle façon, dans les relations amoureuses, parce que les enfants même l'ont dit, hein, quand on est amoureux, on ne réfléchit plus. Hein. On ne se concentre plus. Oui, ça, alors que l'école, c'est un haut lieu de réflexion. Eh bien, merci beaucoup à vous, monsieur, pour tous vos conseils. Merci à vous, chers amis, aussi d'avoir participé à l'émission. La thématique du jour, c'était bien sûr entre abstinence et moyens contraceptifs. Quel choix faut-il porter? Eh bien, nous sommes au thème de notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission Jeunesse oblige, bien sûr. Votre émission de jeunesse sur la télévision nationale et sur Bénin Business 24. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous, monsieur.